Bien, bonjour chers amis, je vois que vous êtes fidèles au poste. Merci pour ce retour chaque semaine, hein. C'est très agréable pour nous. Bon, on retrouve des noms régulièrement, donc ça montre en tout cas que les sujets que nous traitons apparemment vous intéressent, hein. Nous allons continuer encore aujourd'hui en sortant toujours un peu des sentiers battus comme on le fait régulièrement. On va s'intéresser aujourd'hui à un personnage très controversé, donc Elon Musk, mais on va essayer de donner un peu on va dire un portrait, de faire un portrait de ce monsieur, donc Elon Musk, mais en essayant un petit peu de sortir de ce que l'on entend toujours et d'essayer, non pas de critiquer, mais de donner un petit peu ce qui nous semble être la réalité derrière tous les projets que mène Elon Musk actuellement. Nous sommes un peu sceptiques sur certains de ces projets. Il y en a un, par contre, qui, lui, nous semble devoir, pas tout seul, mais probablement avec d'autres opérateurs ou d'autres initiatives du même genre, devrait, à mon sens, bouleverser le monde, c'est celui de télécommunications, aussi bien pour les accès Internet à haut débit que pour les réseaux cellulaires. Et c'est sans doute du côté des réseaux cellulaires qu'on ne voit pas toujours quelle pourrait être l'influence et les conséquences d'un succès, on va dire, d'Elon Musk. On voit toujours Starlink et SpaceX qui sont… Enfin, Starlink est un réseau donc, de connexion à très haut débit sur toute la planète, c'est vrai, mais il y a également cette remise en cause qui nous semble potentielle, qui pourrait arriver, et qui est remise en cause du paysage des fournisseurs, donc des prestataires de réseaux cellulaires, ceux que nous connaissons, sachant qu'on fait une grande différence entre les réseaux cellulaires et les accès Internet. On peut faire du téléphone sur Internet, et à ce moment-là, on parlera de VoIP. Donc, il nous semble qu'on va essayer un petit peu de titiller les choses qui sont un peu cachées à travers donc, deux aspects. D'une part, donc, le personnage Elon Musk, et puis ce qu'on peut imaginer comme critique sur lui et surtout les entreprises, et puis donc le réseau Starlink qui nous semble devoir être vraiment très important donc, dans le futur. Bien, alors je vais, comme d'habitude, partager mon écran, voilà, c'est bon, donc logiquement, je dois disparaître, et normalement, vous devez voir apparaître donc une page avec ce que cache donc la stratégie donc, d'Elon Musk. Alors, nous allons suivre donc on va dire un sommaire. On va regarder un peu qui est cette personne. Quand même, c'est quelqu'un d'important. On va évoquer ce qu'est la galaxie de Musk. Il n'y a pas que Starlink, il y a toute une série donc, de projets. D'ailleurs, certains les remontent assez loin. Et en reprenant un petit peu la genèse de ces projets, on se rend compte que tout n'est pas particulièrement stable. Et on pourrait donc aussi se poser des questions sur Starlink. Tout à fait. Bien. On va regarder donc l'évolution importante des réseaux satellitaires donc à basse altitude, ce qu'on appelle les LEO, car c'est là que se situe donc la grande nouveauté. Donc des satellites qui sont lancés autour de 1000 km d'altitude, même moins, entre 200 on va dire et 1200 km d'altitude, et ça change complètement tout. Alors évidemment, ce sont des satellites qui ne sont pas géostationnaires, ce sont des satellites qui vont accompagner donc, le mouvement de la Terre à une distance qui n'est pas très élevée, et on va voir toutes les conséquences que ça peut avoir. Je pense que l'un des intérêts, en tout cas l'une des grandes qualités qu'aura eu Elon Musk, ça aura été d'avoir une approche différente sur les réseaux satellitaires. Plutôt que d'avoir des machins qu'il faut lancer à 20 000 km ou à 35 000 km, ce qui nécessite des moyens colossaux et surtout des fusées absolument gigantesques et très coûteuses, lui, il a une approche différente, complètement low cost, c'est-à-dire faire du satellite, mais vraiment pour le pauvre, à 500 000 dollars pièce, avec des fusées réutilisables. Bon, tout ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité au départ, mais en tout cas, c'était ça l'idée, c'est ça qui est très original. Donc, on va regarder quelle est l'infrastructure donc Starlink, parce qu'on ne peut pas comprendre les conséquences, car c'est ça l'objectif que je poursuis, c'est d'essayer de comprendre les conséquences qu'il y aura donc sur notre TI à nous, d'aller vers des solutions de type Starlink, donc de Musk. Qu'est-ce que ce sera comme conséquence? On va regarder l'infrastructure, c'est nécessaire. Alors, qui concerne donc le haut débit, donc la téléphonie VoIP, mais ça c'est classique, mais également donc le téléphone cellulaire. Donc je pense
qu'on va voir arriver une espèce de résurgence des téléphones satellitaires qui aujourd'hui coûtent une fortune. C'est vrai, ils nous permettent de nous connecter de n'importe où, hein, c'est vrai, mais il devrait y avoir une nouvelle génération de téléphones satellitaires qui nous éviterait donc de nous connecter à des fournisseurs de services cellulaires et donc de nous connecter directement sur les satellites, à condition que ceux-ci soient capables de faire le routage et de nous amener les conversations, si on continue à téléphoner, vers des gens qui ne sont pas très loin. Vous voyez, c'est vraiment, mais ça, je pense que ça va revenir, ce qui va nécessiter, donc à mon avis, une double mutation, une mutation technologique profonde dans la refonte donc des téléphones, et puis donc une refonte donc du réseau lui-même, hein, adapté à ça, en particulier sur le routage. Est-ce que notre ami Elon Musk n'est pas en train de polluer l'espace? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas, même si c'est vrai, les astrophysiciens sont très mécontents parce que par des belles nuits très claires, eh bien, on voit des tracés, on voit des satellites qui sont en cours de positionnement et avec des durées on va dire, de pause qui sont longues, on voit des tracés, on confond un petit peu les satellites avec donc les objets stellaires donc, qui les intéressent. Alors, est-ce que par ailleurs, on va encombrer l'espace? J'y crois pas du tout. Et j'ai fait un petit calcul pour vous. Un petit calcul qui démontre quand même que, d'abord, la Terre, elle est quand même relativement grande, hein, et donc, même en lançant 40 000 satellites et en comptant tous les autres, ça fait à peu près 50 000 satellites en tout, hein, y compris ceux qui sont en orbite beaucoup plus élevée, eh bien, chaque satellite dispose quand même d'un espace qui est suffisant pour qu'il puisse s'épanouir. On n'est pas à la sortie du métro, voilà, on n'est pas là. Donc, remise en cause donc des FAI, hein, aussi des FAI, donc des ISP, et puis des opérateurs traditionnels donc, du cellulaire. Et on va regarder un petit peu les nouveaux venus maintenant, parce que je pense que Elon Musk tout seul n'y arrivera pas. Je pense que Starlink est une ambition colossale. C'est à la fois de la NASA, plus du Verizon, du AT&T, c'est tout en même temps, et des réseaux cellulaires. Donc, je vois mal donc Elon Musk, d'autant plus que par le passé, il a quand même montré qu'il, quand il avait des obstacles, eh bien, ça ne se passait pas toujours bien. Donc, je pense que c'est un peu dangereux. Et disons que c'est le principe qui va fonctionner, c'est-à-dire du satellite, basse altitude, hein, face à des réseaux cellulaires. Je ne crois pas que ça sera uniquement donc Elon Musk. Un chiffre, comme d'habitude, pour lancer les débats, SpaceX, donc, qui est la compagnie qui permet, donc, qui a été créée par Elon Musk, pour lancer donc, avec des fusées, vous voyez, donc, et puis surtout, on va dire, un design qui est très moderne. Vous avez vu, lorsque pour la station internationale, on a un peu l'impression d'être dans Star Trek. Hein. Donc, il y a quand même un coup de jeune qui a été donné par Elon Musk qui est quand même très important. Eh bien, SpaceX est valorisé actuellement, disons à un mois près, à 100 milliards de dollars, ce qui n'est pas beaucoup quand on y pense. D'autant plus que la fortune personnelle d'Elon Musk a été évaluée à peu près maintenant à 276 milliards de dollars. Et donc, je trouve qu'il y a une petite incongruité là-dedans. Vu l'ambition d'un projet comme SpaceX et puis finalement la garantie, d'une certaine manière, que donne donc Elon Musk, il y a, à mon avis, une petite incohérence. Bon, très bien. Alors, on va essayer de réfléchir un petit peu sur le positionnement qu'il faut donner à Elon Musk. Et on va parler des visionnaires. Moi, je crois sincèrement que Elon Musk fait partie, donc, avec deux autres personnes qui sont Tim Berners-Lee, créateur d'HTML en 1989, et aussi le jeune Vitalik Buterin, qui a créé Ethereum et qui a créé toute une galaxie autour d'Ethereum, et en particulier avec des moyens pour faire de la dématérialisation aujourd'hui en programmant donc ce qu'on appelle les smart contrats, les contrats intelligents. Je pense que ces trois-là, enfin, Vitalik Buterin, Elon Musk et puis Berners-Lee, qui a été anobli par Narelle, hein, il ne faut pas l'oublier, eh bien, sont quand même des trois personnages, à mon avis, marquants du moment. Et vous remarquerez une chose, c'est qu'aucun n'est américain. C'est un signe. C'est un signe, non pas du déclin américain, mais c'est un signe quand même de on va dire l'appartenance et puis de la participation de personnages qui sont un petit peu hors du commun, et Elon Musk en est un, Vitalik Buterin encore plus,
Et je noterai d'ailleurs au passage que 2 des 3 sont autistes. Vous voyez? Et donc, ça montre que, moi j'en ai souvent parlé, donc une admiration assez extraordinaire pour la manière de raisonner donc, de certains autistes. Et donc, peut-être que ça leur donne, on va dire, une composante supplémentaire qui leur permet d'imaginer des choses que nous, enfin, dont moi, modeste bipède, eh bien, je ne suis pas capable de faire. Alors, pourquoi ces gens-là, qui sont des visionnaires, donc, vont-ils dans ce monde? Moi, je pense que d'abord, ils voient l'avenir. Et je mis donc l'autisme entre parenthèses parce que c'est vrai. Souvent, quand on discute avec eux, ils ne vous disent pas « je calcule, j'évalue », vous voyez. Non, je vois les choses. C'est un peu comme Albert Einstein. Albert Einstein était un grand physicien, mais c'était surtout quelqu'un qui voyait les choses. D'ailleurs, c'était un mauvais mathématicien. Enfin, mauvais mathématicien par rapport aux gens qu'il fréquentait. Bon. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Henrik Lorentz qui a fait donc les calculs sur la relativité restreinte, et on pourrait d'ailleurs aussi dire Poincaré, le français Poincaré, eh bien, pas certain que Albert Einstein aurait réussi à formaliser mathématiquement donc les pensées fulgurantes qu'il avait sur la mécanique quantique et sur la physique en général, avec la relativité restreinte et ensuite la relativité générale et la relativité restreinte. Deuxième raison, souvent parce que ça les amuse, parce qu'ils ont un instinct de pionnier, des gens comme ça. Aussi parce qu'ils ont les moyens. Parce qu'avoir des idées, c'est très bien, mais si on a des moyens en plus, vous pouvez les mettre en œuvre. C'est exactement ce qui s'est passé avec Elon Musk. Pour certains, c'est parce qu'ils ont un ego qui est surdimensionné et ils veulent façonner l'avenir selon leurs idées. Ce n'est pas le cas de ces trois-là. Mais on en a vu quand même un certain nombre. On pense par exemple à Steve Jobs, que je n'ai pas mis dedans, qui eux voyaient quand même les choses à travers quand même leur ego qui était quand même assez surdimensionné. Il y a ceux qui croient, qui ont des valeurs humanistes. Bien souvent d'ailleurs, ces gens-là se réfugient derrière cette espèce d'humanisme qui leur permet de faire passer des choses un peu plus, on va dire, mercantiles. Alors, je ne veux pas les accuser, c'est pas ça, mais voyez, on a toujours une touche un petit peu d'humanisme là-dedans qui n'est quand même pas négligeable. Il y a aussi ceux qui ne sont pas frileux et qui n'ont pas peur de l'avenir. Alors évidemment, aujourd'hui, on est en train de vivre une transition absolument phénoménale dans notre monde, et c'est clair que évidemment, ça peut inquiéter. Je pense entre autres à l'intelligence artificielle ou aux technologies donc, de type neuromorphique, sur lesquelles d'ailleurs est présent Elon Musk. Il y a aussi ceux qui ont des intuitions. Boum, une intuition fulgurante. Ce matin, en me levant, en prenant mon petit déjeuner, eh bien, j'ai eu une pensée extraordinaire sur la manière dont va évoluer notre monde. Et puis, ce sont des gens qui sont passionnés, vraiment passionnés. Musk n'est pas quelqu'un, à mon sens, qui vraiment cherche uniquement l'argent, ce n'est pas uniquement ça. Bien, ça peut l'aider, bien entendu, dans ses projets, mais je ne crois pas que ça soit l'essentiel. Ils sont d'abord passionnés. Ce ne sont pas forcément des grands théoriciens, d'ailleurs c'est le cas de Musk, qui a fait 2 jours de Stanford. Il a été accepté à Stanford pour faire une thèse de doctorat en physique, mais au bout de 2 jours, il a arrêté. Donc en 2 jours, on ne peut pas dire qu'il ait acquis beaucoup de connaissances dans ce domaine. Ce ne sont pas forcément des grands théoriciens. En général, d'ailleurs, ils ne s'inscrivent pas dans un process industriel d'évolution logique en général. Alors que dans le cas de Musk, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je ne crois pas que ce soit un visionnaire, il lui réfléchit à l'évolution des choses. Et il apporte des idées qui sont évidemment radicales, mais dans des contextes qui existent déjà. C'est pas, voyez, on va parler après d'évolution verticale par rapport à l'évolution horizontale, c'est tout à fait ça. Donc je pense que Musk n'est pas un visionnaire, mais il ressent ce qu'il doit faire pour aller au bout d'une technologie. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et puis surtout, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Alors, pas toujours avec une grande réussite, mais en tout cas, c'est quand même assez significatif. Bien. Alors, je voudrais vous dire un mot juste avant de nous lancer dans les grandes réussites et on va dire, dans la galaxie de Musk, reparler de la métaphore donc de la lampe et de la bougie. Vous savez, c'est une sorte de paradoxe, parce qu'il ne faut pas confondre la lampe et la bougie, parce que je crois que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé donc l'ampoule électrique.
voyez, il ne faut pas confondre un progrès qui est dit horizontal, qui ne fait qu'intégrer finalement des technologies qui existent déjà, mais qu'on améliore. Et ça, c'est typiquement le cas donc, de Musk, avec un progrès qui, lui, est vertical et donc qui, lui, va toucher au fondement. Les communications cellulaires ou la VoIP, ce sont des évolutions horizontales. Par contre, Marconi et d'autres ont inventé les communications téléphoniques. Il ne faut pas confondre donc évolution verticale et horizontale. Musk, typiquement, c'est le génie, on va dire, industriel de l'amélioration de ce qui existe déjà et de le pousser vraiment au maximum de ce que l'on peut imaginer. Voyez, bon, le progrès vertical, c'est trouver quelque chose de nouveau, c'est la bougie, c'est la roue, c'est le feu. Le progrès horizontal, ça sera donc la lampe, la voiture, la gazinière, le réfrigérateur. Ce n'est pas une remise en cause, c'est une évolution. Alors, les visionnaires, pour en terminer avec eux, donc, sont ceux qui imaginent, donc, on va dire, l'inimaginable, et les autres ne font que, on va dire, transitiver un monde qui existe. Albert Einstein était un visionnaire parce que lorsqu'il a établi les bases de la relativité restreinte au début du XXe siècle, et donc de la mécanique quantique, eh bien, ça n'existait pas. La perception, on va dire, de l'atome sous une forme corpusculaire avec des électrons qui tournent autour d'un noyau et puis avec des états quantiques autour pour les électrons, je veux dire, c'est quelque chose qui n'existait pas. Lui, il a inventé un modèle. Enfin, il n'était pas tout seul, mais il a inventé un modèle. Bien. Alors, Musk, de mon point de vue, c'est un adepte donc du progrès vertical. Alors, par exemple, il croit à la voiture électrique, Tesla, c'est vrai, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Starlink, au fond, le réseau, c'est une évolution majeure des satellites, mais les concepts de base existaient déjà. C'est le fait d'avoir dit je vais démocratiser la technologie satellitaire qui a été nouvelle. OpenAI, c'est une entreprise, on va le voir un peu plus loin, je vais vous présenter un peu la galaxie de Musk. C'est une structure d'intelligence artificielle qui a été à l'origine d'un outil qu'on appelle GPT-3. Si vous voulez, c'est une espèce de générateur génial qui permet d'écrire des bouquins, des livres, en se basant sur des habitudes, des tics, des façons d'écrire de certains écrivains. On va faire un livre à la mode de Douglas Kennedy, par exemple, en 1 heure, simplement parce qu'on aura enregistré 1 milliard de tournures de phrases de Douglas Kennedy. OpenAI, donc, existait déjà. Donc, même si Musk a été à l'origine d'OpenAI au départ, c'est pas lui qui a inventé l'intelligence artificielle. Il n'était même pas parmi, on va dire, les concepteurs, on va dire, de base de cette technologie. Bon. Neuralink, donc son entreprise qui permet de travailler sur les neurosciences, donc la communication avec le cerveau. D'abord, on en est au point de départ, on n'en est pas loin. On peut émettre effectivement toutes les hypothèses et dire que je vais pouvoir discuter avec un cerveau par la pensée. On peut dire n'importe quoi aussi. Là, on ne sait pas ce que ça va donner. On verra bien. Donc là encore, les technologies de neurosciences, ce qu'on appelle le BCI, c'est-à-dire le Brain Computer Interface, c'est-à-dire en fait la communication avec le cerveau, c'est quelque chose qui existait déjà. Bon. Et puis, une entreprise qui s'appelle SolarCity, donc pour pouvoir, on va dire, chauffer les immeubles, les maisons, etc., grâce à la technologie photovoltaïque, c'est récupération donc, de l'énergie solaire et transformation en énergie électrique, ce n'est pas Elon Musk qui l'a créé. Vous voyez, donc il faut faire attention à ce que l'on dit. Elon Musk est évidemment un industriel, probablement mégalomane. À la limite, ce n'est même pas un défaut, c'est presque une qualité. C'est un grand industriel, mais ce n'est pas, de mon point de vue en tout cas, un visionnaire. Bon sens. Alors, quand je regarde qui est finalement le personnage, j'ai pris quelques aspects dont un petit peu caractéristiques, à mon avis, de cet individu, de cette personne. Il a dit, par exemple, que la première étape consiste à se convaincre que quelque chose est possible, alors il y aura plus de possibilités pour que cela arrive. D'abord, il faut se convaincre, mais une fois qu'on est convaincu, à ce moment-là, on va y arriver. Je trouve que ce n'est pas idiot du tout. Ce n'est pas idiot du tout parce que ça peut être un moteur, effectivement, pour le progrès, pour l'évolution. Elon Musk est quelqu'un qui a 50 ans. Donc, il est né en 1971.
Il est d'origine sud-africaine, mais il a acquis successivement donc on va dire les nationalités canadiennes grâce à sa mère, qui était canadienne, et américaine, parce qu'il avait le rêve de faire ses études donc, aux États-Unis. Alors, après avoir passé 2 ans donc, en Ontario, dans une université, il a continué ses études aux États-Unis, dans l'université de Pennsylvanie, qui maintenant est très célèbre à cause du Covid, puisque c'est là où a travaillé la créatrice, je ne vais pas dire l'inventeuse ou inventeur, on ne sait plus comment dire aujourd'hui, de l'ARN, des vaccins ARN. Ça se passait donc à l'université de Pennsylvanie aussi. Bien. Alors il a acquis donc là un double cursus, parce qu'il n'était pas fainéant, donc un cursus de physique et également d'économie. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il a été admis donc à Stanford pour faire un doctorat de physique énergétique, mais il n'y est resté donc que 2 jours, parce que, on va dire, la fibre de création d'entreprise, il l'a pris, il s'est mis à trembler, il s'est dit, moi, je vais créer donc des entreprises. Quand on regarde un peu ces opérations qu'il a menées, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de retard. Tout ne s'est pas passé très bien. Souvent, d'ailleurs, sans beaucoup de logique là-dedans, il a fait des tunnels pour éviter les embouteillages en surface. Bon, l'alimentation photovoltaïque des maisons, c'est pas tout à fait pareil. L'intelligence artificielle, donc, c'est quand même des domaines qui sont extrêmement différents. On peut avoir quelques difficultés pour voir les liens qu'il y a entre tout ça. On a un peu l'impression qu'il a des éclairs, il dit je vais faire ça, j'ai les moyens, donc je le fais. Mais la logique là-dedans n'est pas toujours évidente. C'est un très gros travailleur. Il disait une phrase que j'apprécie beaucoup personnellement, personne ne change le monde en travaillant seulement 40 heures par semaine. Vous voyez, bon, je suis d'accord avec lui. Bon, c'est vrai, incontestablement. C'est un personnage fantasque aussi. Alors, on peut l'apprécier ou pas. Alors, il a plusieurs enfants, il en a 6. Il y en a un, il l'a appelé X et A-12. Franchement, le pauvre malheureux X et A-12, quand il aura 20 ans, ça ne va pas être évident. Je pense que Elon Musk aurait peut-être dû penser un peu au futur de son fils avec un prénom pareil. Alors, ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'il n'ait plus l'appeler comme ça. Bon. Et puis par ailleurs, il lui arrive d'avoir quelques comportements un peu déroutants. On se rappelle de sa prestation donc à la télévision, où il buvait du whisky, il était manifestement shooté. Bon, ce n'est pas forcément l'image que l'on a d'un grand industriel qui règne quand même sur un empire. Vous voyez, il y a des structures telles que SpaceX, c'est quand même 6000 personnes. Donc, voilà, votre patron qui arrive quand même sur le plateau dans un état, je n'ai pas dit d'ébriété avancée, mais quand même qui manifestement avait l'air fatigué, ça peut paraître un peu bizarre. Donc c'est quelqu'un de très controversé, très imprévisible, mais alors dénué de tout complexe. Alors lui, il ne sait pas ce que c'est. Bon, par ailleurs, il est un peu condescendant. Et j'ai noté une phrase qu'il avait eue après une discussion qu'il avait eue avec Mark Zuckerberg. Il a dit cette phrase que je vous ai mise ici. J'ai parlé à Mark sur le sujet de l'intelligence artificielle, mais sa compréhension du sujet est très limitée. Bon, on va dire les choses peut-être avec un peu plus de gentillesse, même s'il n'a peut-être pas tout à fait tort. Bon. Il a été membre, il était dans l'entourage de Donald Trump pendant 3 ans, mais il s'en est séparé au moment où Trump a dénoncé les accords de Paris sur le réchauffement climatique. Bon, alors donc lui, il a quand même une fibre, on va dire, un peu écolo, un peu comme Zuckerberg d'ailleurs, c'est la même chose, en se disant qu'il faut essayer de limiter quand même le réchauffement climatique, sinon on va droit à la catastrophe. Et puis il a une grande peur de l'intelligence artificielle. Alors il a dit une chose. Il faut être très prudent avec l'intelligence artificielle. S'il fallait miser sur ce qui constitue notre plus grande menace pour l'existence, ce serait ça. C'est étonnant de la part de Musk. De plus en plus de scientifiques pensent qu'il devrait y avoir une surveillance réglementée au niveau national et international, juste pour nous assurer que nous ne faisons rien de stupide. Venant de Musk, c'est quand même étonnant. Il ne va pas dans les filières ou ce que fait Google ou des gens comme Kurzweil, par exemple, sur le transhumanisme, tout ça, il n'est pas tout à fait d'accord. Plutôt, il en a un peu peur. Et venant d'un industriel comme lui, on peut quand même être étonné. Alors,
on le compare souvent, Elon Musk, à Iron Man, alias donc Tony Stark, qui est très connu, qui est un héros de série de télévision, hein, qui est un milliardaire qui lui ressemble beaucoup, hein, qui est féru de science et qui maîtrise, voire qui anticipe les technologies les plus ébouriffantes. Alors, notre ami Tony Stark, hein, donc Iron Man, est PDG non pas de SpaceX, mais d'une compagnie qui s'appelle Stark Industries. Alors, il crée une intelligence artificielle donc d'assistance dans les maisons qu'il a appelée Jarvis. Il conçoit sa propre enveloppe métallique, qui est une sorte d'augmentation au sens où on parle de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'il lui donne des capacités que n'a pas son pauvre corps humain. Alors, on l'appelle Iron Man ou Tony Stark. C'est vrai qu'il y a quand même quelques petites choses assez proches, hein, entre ces deux personnages. Alors, la galaxie Musk, je vous l'ai mise ici et je vais insister sur 3 aspects un peu plus loin. Et nous attaquons ensuite donc Starlink. Regardez bien, je ne le fais pas d'une manière chronologique, mais c'est vrai que la première compagnie qu'il avait créée, Elon Musk, s'appelait Zip2. Il avait 24 ans. C'était pour aider, donc 24 ans, vous voyez, plus 71, donc on est en 95, pour aider donc les médias à passer au numérique, les médias numériques. Aujourd'hui, on appellerait ça la transformation numérique. Zip2 a été vendu à Compaq pour 307 millions de dollars. Je dirais que c'est l'une des belles réussites financières. En tout cas, c'était l'une des toutes premières. Bien. Si je prends une compagnie comme SpaceX, j'y reviens dans un instant. The Boring Company, qu'on appelle aussi TBC, c'est un constructeur de tunnels. Alors, bizarre, hein, pour les grandes villes à circulation saturée. Alors, il avait pris l'exemple de Los Angeles. Hein. L'objectif, c'était de concevoir donc des tunneliers, vous savez, ces grosses bêtes qui font des trous ronds, et ça permettra de construire ensuite les voies de communication et réduire les coûts, surtout de génie civil, liés à ces tunneliers. Il voulait donc, pour lui, la solution donc, pour réduire les embouteillages, c'était de faire des tunnels en dessous. D'ailleurs, il a l'air un peu obsédé par les tunnels, parce que Hyperloop, c'est un petit peu ça aussi, hein, ce sont des tunnels qui permettent à certains véhicules de circuler, donc on va dire à grande vitesse. Hein. On parle de plus de 1000 km/h. Bon. Alors, il a créé une compagnie donc s'appelait X.com pour faciliter les transferts d'argent. Alors, il a fusionné cette compagnie avec une autre société qui s'appelle donc Confinity, qui est devenue PayPal. Alors évidemment, PayPal, c'est quand même un élément très important. Mais juste après son introduction en bourse, eh bien, PayPal a été vendu à eBay, spécialiste donc des enchères, pour à peu près 1,5 milliard donc, de dollars. Bien. SolarCity, ça c'est la galaxie de Musk. Hein. SolarCity a été racheté en 2016 par Elon Musk, 2,6 milliards de dollars. Donc ça montre quand même qu'il y croyait. Hein. C'était pour les énergies renouvelables, les toitures, etc. Échec complet, échec total. Pourquoi ? Parce que c'est lié essentiellement donc, à la stratégie de Musk qui a dit toutes vos habitudes et vos techniques que vous utilisez pour vendre, ça ne marche pas, on va fonctionner par Internet. Non, pas de visite à domicile, pas de visite dans les entreprises, on fait tout par Internet. Ça a été une catastrophe, mauvais service après-vente, très longue indisponibilité des produits qui avaient été installés, les procès sont actuellement en cours. Vous voyez, il n'y a pas que de la réussite. Hein. Tesla, j'y reviens aussi. Powerwall, ce sont des batteries donc, de type lithium-ion, donc ce qui se fait, on va dire, un petit peu de mieux aujourd'hui, qui permettent de stocker l'énergie, hein, qui permettent de détecter les pannes et de se substituer donc, à l'alimentation à l'électrique standard. Et donc, ce sont des systèmes qui se rechargent par des panneaux solaires, hein, toujours la même chose, et donc également par les opérateurs d'électricité pendant les heures creuses où le coût du kilowattheure n'est pas trop élevé. Vous voyez, bon, c'est lié très fortement évidemment aux recherches qui sont faites sur Tesla, voiture électrique, mais bon, c'est pas non plus, on va dire, c'est pas non plus une invention extraordinaire. Hein. Alors Neuralink quand même, c'est quelque chose de plus intéressant parce que Neuralink développe des implants donc cérébraux, pour interagir avec le cerveau. Ça remonte donc à 2016. Et ce que voulait faire Musk, c'est ce qu'il veut toujours faire maintenant, c'est donc de fabriquer des composants qu'il veut implanter donc, dans le cerveau pour l'augmenter. Alors en termes de mémoire, vous voyez, pour l'augmenter. Alors il a réussi à atteindre une taille de ces composants qui est extrêmement réduite, c'est vrai,
Enfin, il faut quand même inciser le cerveau, en mettre quelque chose là-dedans, et tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ça. Et donc, il voudrait également que ces circuits, on va dire, puissent servir avec des algorithmes d'intelligence artificielle, puisque notre cerveau est stupide, paraît-il, ce qui n'est pas vrai, hein. Mais en tout cas, l'IA communiquerait donc avec ces circuits. Alors, Neuralink, évidemment, c'est une compagnie en devenir. Quant à Hyperloop, Hyperloop, donc c'est le transport du futur qui a été lancé donc en 2013, qui ensuite a été repris par 3 compagnies parce que Elon Musk n'est plus en première ligne, disons, avec ça. Alors, l'idée, c'était d'avoir des capsules, hein, fondées sur une technologie qu'on appelle la lévitation magnétique, hein, avec d'ailleurs le système d'entraînement qui est au-dessus et non pas en dessous, comme dans un train, hein. Et tout ça étant placé sous vide dans un tunnel, et l'idée était d'aller jusqu'à 1000 ou 1200 km/h. Il n'y a aucun frottement et tout se fait par lévitation magnétique. Grande idée, hein, grande idée, sauf que pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Disons qu'il y a eu quelques essais de fait, et vu la tête terrorisée sur les images que l'on a pu voir des gens qui étaient, des 2 personnes qui étaient dans l'une de ces capsules. Bon, ils n'étaient pas certains d'arriver vraiment à bon port. Et puis, ils n'ont pas dépassé pour l'instant la vitesse de 300 km/h, c'est-à-dire à peu près la vitesse d'un train à peine rapide. Bon, vous voyez, ça, c'est un peu… Alors, parmi tout ça, il y a quand même donc quelques pépites, hein, vraiment intéressantes. Alors, je vous ai dit que OpenAI donc, avait été créé en 2015 avec, entre autres, Elon Musk, qui était l'un des 6 fondateurs. Mais lui, il est parti en 2018 pour cause de conflit d'intérêts justement avec Tesla. L'idée, c'était de développer des algorithmes autour de l'intelligence artificielle qui devaient bénéficier à l'humanité. Vous voyez toujours ce côté humaniste que l'on met en avant, vous voyez, un peu pour habiller donc, ces choses-là. Et c'est donc OpenAI qui a produit GPT-3, qui maintenant c'est GPT-4, hein, qui depuis quelque temps n'est plus une société, une structure, on va dire, libre et open source, elle est devenue à but lucratif, et Microsoft s'est rapproché très fortement de cette structure-là, même capitalistiquement parlant, et donc il y en a maintenant qui a le monopole d'accès et d'utilisation donc, de GPT-3 et GPT-4. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est une réalité, mais Musk, dans cette histoire, n'a fait finalement qu'accompagner un mouvement. Il a été l'un des contributeurs et l'un des financiers. SpaceX, donc c'est vraiment la société du secteur de l'aérospatial. Là, par contre, c'est quelque chose qui va bouleverser, à mon avis, donc, le monde que nous connaissons. Donc, il veut démocratiser la technologie donc, spatiale. Il fabrique ses propres fusées. Et donc, dès 2008, il avait donc signé un contrat avec la NASA, qui lui a fait confiance. La compagnie donc SpaceX, vous l'avez vu hein, récemment, on en a beaucoup parlé, donc se lance dans le tourisme spatial. Il y a une première mission d'ailleurs qui s'appelait Inspiration 4. Donc c'était fin novembre 2020 avec 4 astronautes qui avaient été mis sur orbite avec succès par la capsule donc Crew Dragon donc de SpaceX avant de rejoindre la station internationale. Et on va c'est un sport de riche hein, évidemment, hein, mais on va vers une espèce de tourisme spatial. Alors, on va en reparler maintenant, puisque c'est SpaceX qui donc lance les satellites hein, qu'on trouve dans Starlink. Alors, du côté donc de Tesla, Musk avait investi au départ 50 millions de dollars dans les voitures électriques, mais il était simplement investisseur. Mais maintenant, depuis 2008, eh bien, il dirige donc la compagnie. Et là, ça ne se passe pas trop mal, encore qu'il ne faille pas trop dire que tout est résolu. En 2020, Tesla a écoulé 499 550 voitures contre 11 millions, par exemple, à Volkswagen. On n'est pas tout à fait dans le même schéma. Mais elle a été la seule, Tesla, à s'en sortir pendant la crise sanitaire du Covid. Et donc, augmentation des ventes de 36%, alors que pendant que General Motors lui reculait de 12% donc, aux États-Unis. Alors, la valorisation de Tesla donc en bourse, elle a franchi les 800 milliards de dollars en janvier 2021 et donc dépasse finalement la capitalisation combinée de Toyota, Volkswagen, General Motors, BMW et Ferrari. Excusez du peu. Et pourtant, Tesla est quand même encore une compagnie plutôt en devenir. Vous voyez.
Bon, on peut également parler du positionnement, en tout cas, d'Elon Musk par rapport aux monnaies cryptographiques, donc il y croit beaucoup. Et en tout cas, il permet aux clients de Tesla de payer en Bitcoin. Le jour où il l'a annoncé, eh bien, le Bitcoin a pris 15% en plus. Vous me direz, c'est très erratique, hein, le Bitcoin, mais donc voilà, 15%. Mais Elon Musk supporte une autre monnaie donc cryptographique qui s'appelle le Dogecoin. Globalement, moi je dirais qu'industriellement parlant, si on regarde l'histoire de Elon Musk, ce n'est pas une réussite. Hein. Et je pense que la valorisation boursière de Tesla est en décalage avec sa réalité industrielle, parce qu'elle est équivalente à peu près à celle d'Apple. Hein, en gros, c'est ça, à peu près 1000 milliards de dollars, en gros, ce qui est quand même pas très normal. Maintenant, la grande force de Musk, hein, c'est quand même, ce sont ses idées. Et comme il est libéré de tout complexe, il les lance concrètement grâce à ses moyens. Et donc aussi à son entre-gens, parce que vous le voyez partout. Dans toutes les chaînes de télévision, on ne parle que d'Elon Musk. La preuve, nous, aujourd'hui. Et c'est en cela, je pense, qu'il est temps. Il pèse sur l'avenir du TI donc, et de ses applications. Alors, j'en viens donc alors maintenant à la deuxième partie donc, de ma présentation, c'est le fait que je crois qu'il y a un domaine, vraiment un domaine majeur dans lequel Musk est imparable, c'est celui donc des réseaux satellitaires à basse altitude, ce qu'on appelle les LEO, hein, donc orbite basse, hein, orbite terrestre basse, qui se situe à peu près entre 200, j'ai mis 2000 km, mais c'est même moins que ça, 200 et 1200 km à peu près. Bon, c'est entre l'atmosphère terrestre et la ceinture de Van Allen, qui est une zone qui a déjà été utilisée par Iridium hein, à 780 km et par Globalstar à 1414 km avec des satellites de télécommunications et justement des téléphones satellitaires. Vous voyez, on est à peu près dans les mêmes distances. Alors bien sûr, en orbite basse, les satellites ne sont pas géostationnaires, ils sont fixes par rapport à un point donné, donc ils accompagnent le mouvement donc, de rotation donc, de la Terre. Hein, et donc, ça veut dire que le client reste en général connecté à un même satellite hein, pendant un certain temps, qui varie en gros entre un quart d'heure et une heure. Alors, les satellites doivent être produits en grand nombre d'unités chaque jour. On n'est plus du tout dans le même contexte. Il faut les lancer pareil, à la même fréquence. Et vraiment, c'est une ère nouvelle de l'industrie spatiale qui va avoir des conséquences, c'est une certitude, sur notre industrie, c'est sûr. Avec des satellites qui sont moins lourds, allez, 50, 100 kilos, ce qui est très peu, hein, moins coûteux, de l'ordre de 500 000 $, alors que contre 200 millions de dollars, voire beaucoup plus, pour des satellites géostationnaires. Et ça, à mon avis, c'est la vraie force d'Elon Musk qui va marquer le TI donc demain. Pour mémoire, simplement, je voulais vous dire qu'entre on va dire, les orbites très hautes, entre 20 000 et 36 000 km pour la géolocalisation, ou certains services, et puis les orbites basses de type LEO, il y a également ce qu'on appelle les MEO, qui sont, on va dire, une zone médium, hein, qui se situe à peu près entre 2000 et 20 000 km à peu près. Et on a un exemple maintenant, c'est un Européen qui s'appelle O3B pour Other 3 Billion, c'est-à-dire les autres 3 milliards d'individus qui ne sont pas connectés. C'est Thales qui fabrique donc les satellites. Et c'est là, il y a beaucoup moins de satellites. Hein. On n'est pas obligé d'en mettre autant que ce que veut faire donc, Elon Musk. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un changement donc, assez profond. Alors, je vous ai mis ici sur la partie gauche un peu la folie de certains opérateurs, parce qu'on voit en bas de ce schéma, on voit donc la tentative qu'avait menée donc, Google avec son projet Loon, qui sont des ballons sondes positionnés à 20 km pour pouvoir véhiculer les communications cellulaires ou à haut débit. Et puis pareil, hein, pour le projet Ascensia qui a été arrêté d'ailleurs de chez Facebook, là ce n'était pas des ballons sondes, c'était des drones. Mais imaginez à 20 km, pas 20 000, 20 km, le nombre de ballons sondes ou de drones qu'il va falloir placer en permanence pour pouvoir couvrir toute la planète. C'est absolument ahurissant. Donc évidemment, c'était quelque chose qui ne pouvait aller que dans le mur, c'est bien ce qui s'est passé. Alors, le paradoxe des orbites basses, pour bien comprendre l'intérêt de tout ça, il faut quand même se repositionner et donc faire un constat. Je l'ai déjà dit lors d'un webinaire précédent, si vous devez lancer une pierre, comme le fait ce monsieur, ce beau bébé là, ici à droite, si vous devez la lancer très haut, vous avez intérêt à avoir des muscles importants. Si vous devez simplement le faire un petit saut de rien du tout, bon,
on n'a pas besoin d'avoir la même force. Eh bien, c'est exactement la même chose que pour les satellites. Ce qu'on demande à un satellite, c'est quoi? Ça ne coûte pas trop cher à lancer, puis il n'y en est pas trop quand même, mais on lui demande également une latence qui doit être courte, c'est-à-dire un temps de connexion qui doit être, à mon sens, inférieur à peu près à 50 millisecondes pour être compatible avec les protocoles de type TCP qui sont ni fait ni à faire et qui sont particulièrement bavards. Si à chaque fois on perd 300 millisecondes pour se connecter, ça ne marchera pas. 50 millisecondes, ça paraît donc une bonne idée. Et puis il faut des débits de plusieurs centaines de mégabits par seconde, 100 mégabits par seconde pour Starlink par exemple. Et donc tout ça, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Donc, entre les solutions, on va dire, les moins compliquées au plan industriel, et puis, par contre, essayer d'atteindre des niveaux, en particulier sur la latence, qui ne sont pas évidents. Donc, ça, c'est le paradoxe qui explique les orbites basses. Alors, Elon Musk a donc concentré donc son ambition avec Axiom, qui est donc on va dire le bras qui lui a permis donc de lancer donc des satellites, a permis de construire donc le réseau Starlink qui maintenant est opérationnel, avec toujours la même idée de couvrir les zones blanches partout dans le monde, une manière donc d'habiller l'humanisme, ce qui est une grande ambition industrielle. Alors, maintenant, je me pose une question quand même, parce qu'on voit mal Musk rentabiliser les investissements colossaux qu'il y a dans Starlink, au-delà d'une première enveloppe qu'on a évaluée à peu près entre 10 et 12 milliards de dollars, en tablant uniquement sur la connexion, on va dire, des paysans des zones rurales, vous voyez, à peu près vides, des bergers népalais ou des gauchos argentins. L'intérêt finalement des connexions, c'est des zones quand même qui sont peuplées. Lui, il veut connecter tout le monde, mais on va dire que financièrement, les investissements sont absolument considérables. L'initiative, moi je pense, on peut la prendre, elle est très très pertinente, mais on peut la prendre aussi comme un coup d'État. C'est-à-dire la prise de contrôle de l'espace pour les communications Internet et la fin des monopoles, donc on va dire des réseaux cellulaires, c'est rien de moins. Je pense que c'est dans ce domaine, c'est pour ça que je l'ai mis en évidence, que donc l'influence d'Elon Musk est la plus grande. Alors, il peut révolutionner le haut débit, la téléphonie, et pas simplement la téléphonie VoIP, avec une couverture effectivement planétaire. Ce que je précise, personne n'a réussi à faire avant lui, à commencer par Google avec son Wi-Fi First, à part quelques endroits, ça n'a jamais vraiment débouché, mais également Télédécic de notre ami Bill Gates avec Microsoft, qui n'ont jamais été au bout. C'est quand même la première fois où on devrait, s'il va au bout de son schéma, avoir un réseau planétaire comme ça. L'objectif derrière tout ça, alors on ne sait pas si c'est une lubie de Musk ou pas, mais lui, il veut absolument aller sur Mars. Bon. Alors moi, j'ai une petite suggestion à lui faire, c'est que plutôt que d'aller sur Mars, qui ne présente pas un gros intérêt d'ailleurs, il y a une exoplanète qui s'appelle Proxima Centauri B, et qui est à 4,2 années-lumière, bricole, c'est à peu près 40 000 milliards de kilomètres, qui se trouve dans la constellation donc, du Centaure. On dit que c'est une exoplanète parce que peut-être qu'on pourrait y vivre. Ça m'étonnerait parce que vu les températures qu'il y fait, ça me paraît quand même un peu difficile. L'ennui, si vous voulez, c'est qu'il ne faudrait que 8760 ans pour l'atteindre à 40 000 km/h donc de vitesse, ce qui est plus supérieur à la vitesse des satellites donc de Starlink. Bon, on n'est quand même pas dans des domaines quand même bien balisés. L'infrastructure donc de Starlink, alors, SpaceX a lancé donc une première constellation de 12 000 satellites. Ça concernait d'abord on va dire les hautes latitudes du nord des États-Unis et du Canada. Mais son objectif, c'est de lancer également 30 000 nouveaux satellites pour couvrir l'ensemble de la planète. Les autorisations ont été fournies par la FCC américaine et par l'ITU. Et donc, ce dernier, c'est pour vraiment les aspects internationaux, donc sous l'égide de l'ONU. Alors, techniquement, les satellites sont placés sur plus de 70 orbites différentes. Alors, d'abord entre 550 et 1325 km, et puis pour 4400 satellites, puis en orbite plus basse, entre 335 et 346 km pour 7500 satellites. SpaceX utilise ses propres lanceurs Falcon 9 qui déposent à chaque fois 60 satellites en orbite, et chacun des satellites ne pèse pas plus de 260 kg et ils sont alimentés donc par des réseaux solaires qui se déploient une fois que les satellites qui sont en place.
Alors, l'altitude délibérément basse, donc on l'a expliqué, donc ça inclut, donc ça réduit deux caractéristiques essentielles. La première, c'est donc une latence très faible. Les Musk voudraient atteindre 20 millisecondes. Alors ça, c'est vraiment très faible. C'est-à-dire que là, vraiment, on peut imaginer des applications transactionnelles. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec des satellites beaucoup plus hauts. Ce n'est pas possible. Et donc, ils voudraient avoir une... Donc, comme on a une couverture réduite de la planète, évidemment, donc il va devoir mettre un grand nombre de satellites en ligne, 30 000 à peu près qui sont présents en permanence, avec 10 000 qui vont atteindre au sol. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du côté de la logistique industrielle, le responsable du sujet va avoir les cheveux blancs maintenant, parce que ça ne doit pas être très, très, très évident. Bon. Le concept, je l'ai dit, donc en dehors de 50 millisecondes, on ne peut pas vraiment travailler. Bien. Vous voyez, ça, c'est l'infrastructure de Starlink. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui va expliquer finalement la suite, c'est la façon dont fonctionne déjà Starlink aujourd'hui. Alors, l'usager qui veut se connecter, pour communiquer avec quelqu'un d'autre peut-être, ou simplement pour transférer un fichier ou accéder à un site Internet, il se connecte directement à Starlink par une petite antenne parabolique qui fait à peu près 30 cm, et c'est montré sur ce schéma, qui fait à peu près 30 cm de diamètre, qui est placé sur le toit donc, des immeubles ou de la maison. Et la machine, mon PC ou ma tablette, est connectée à cette, on va dire, à cette antenne par un routeur de type Wi-Fi, donc 802.11ac, c'est-à-dire, ce n'est pas la dernière, hein, mais je pense qu'on pourrait pouvoir se connecter aussi avec la dernière, le 802.11ax, mais déjà AC, ça nous donne quand même des vitesses suffisantes, tout au moins pour ce qu'on veut faire dans ce cas-là. Bon, l'important ici, c'est qu'il n'est pas à passer par une station au sol pour atteindre son objectif. Vous voyez? Alors, après routage, une fois arrivé à destination du satellite qui couvre à un moment donné donc la zone où se situe le destinataire, deux cas peuvent se présenter. Alors, soit le propriétaire du serveur à distance est lui-même client de Starlink, donc il aura aussi une antenne de réception. Soit ce n'est pas le cas, et à ce moment-là, SpaceX aura donc prévu des stations terrestres qui vont récupérer le signal du satellite pour l'acheminer au serveur par des passerelles comme tous les FAI, ISP donc de la planète. Pour ça, malheureusement, SpaceX doit demander une autorisation pour installer ces stations et il y a pas mal de pays qui vont le lui refuser. Hein. Ça sera la Chine, la Russie, certains pays européens qui vont vouloir protéger le business de leurs fournisseurs d'accès, voire maintenant des opérateurs donc, cellulaires. Et donc SpaceX devrait passer par des FAI locaux, ISP locaux, et donc signer des conventions avec eux. Donc ce n'est pas très évident. Moi, ça me paraît incohérent, mais bon, on y reviendra. L'autre solution consisterait à ce que les FAI donc, soient compatibles avec Starlink. Pourquoi pas, avec des contrats de type peering, comme on les a évoqués, quand on a évoqué toute l'infrastructure d'Internet, hein, avec des niveaux 1, niveau 2 et niveau 3, et les contrats de peering, c'est-à-dire d'acheminement entre opérateurs des communications, on va dire interopérateurs, hein, ça pourrait très bien être comme ça. Alors, pour l'instant, SpaceX et Starlink n'a pas encore installé beaucoup de stations. Il y en a quand même il y a presque 10 millions maintenant d'antennes donc paraboliques. On en trouve dans beaucoup de pays, en particulier en France, au Canada. On trouve un peu partout. Alors, il y a un point quand même qui est important là-dedans sur lequel je vais insister, c'est qu'il y a un point qui titille et qui inquiète, c'est le routage laser. Parce que pour communiquer entre satellites et faire le routage et atteindre donc le satellite à destination, SpaceX a fait le choix d'un routage par des liaisons laser et chaque satellite est connecté à 4 autres satellites. Et donc, comme ça, de point en point, en se connectant, en prenant le satellite le meilleur et ainsi de suite, on arrive comme ça au destinataire. Sauf que c'est vrai, hein, d'ailleurs, SpaceX et Musk ne sont pas les seuls à avoir imaginé ça, mais on manque quand même d'expérience. Hein. Bon. Alors, les premiers essais se sont avérés concluants, c'est vrai. Hein. De toute façon, les connexions et le routage laser n'entrera donc en vigueur qu'en 2021, dans la nouvelle version dite après 2021, hein, la nouvelle version donc, qui est Starlink 2, qui devra arriver donc bientôt. Vous voyez donc, vous comprenez bien, hein, je me connecte avec ma machine sur une petite antenne, je ne passe
éventuellement je ne passe pas par un fournisseur d'accès local, je me connecte au satellite, lui, il route les communications, il m'amène à destination, et à destination, deux cas possibles, soit le récepteur est compatible avec Starlink, et à ce moment-là, il communiquera avec sa propre antenne, soit il ne l'est pas, il passera à ce moment-là par un routeur de type station de base, comme on trouve dans les réseaux cellulaires. Bon. Alors, cette inconnue quand même est un tout petit peu inquiétante sur le routage par laser, parce que ça fait un peu guerre des étoiles quand même ce truc-là. Alors, est-ce que c'est sorti c'est un fantasme de Musk? Je ne sais pas. Mais quand même, c'est quand même assez étonnant. Et donc, l'idée, c'est que, on le voit sur ce schéma, chaque satellite, je viens de vous le dire, donc aurait donc un visuel, parce qu'on est bien sur un visuel, avec 4 satellites. On est sur des connexions laser, donc on est sur la vitesse de transmission de la lumière, donc on est sur des vitesses qui sont très élevées, de manière à pouvoir faire un routage et une communication avec un destinataire qui se fera avec, on va dire, des temps qui sont acceptables. Alors ça, c'est quand même un pari très important qui n'est pas gagné aujourd'hui. Vous voyez, on est encore un peu en devenir, comme toujours d'ailleurs avec Elon Musk, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas encore totalement validé donc industriellement, et je ne parle pas des problèmes donc on va dire de logistique industrielle. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, et c'est l'une des plus importantes de ma présentation, c'est est-ce que Starlink et Musk, ou les équivalents, vont remettre en question le métier des fournisseurs d'accès Internet d'une part, des FAI, ISP, et d'autre part, des opérateurs cellulaires. Alors, c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils vont tuer les fonds, ces professionnels? Après tout, Skype, il l'a fait, avec... il l'a déjà fait avec donc, le téléphone, c'est quelque chose qui a déjà été réalisé. Ça pourrait très bien s'imaginer qu'une nouvelle, on va dire une nouvelle version, même, un nouvel ordre des choses serait tout par satellite. Et au sol, des réseaux limités, peut-être régionaux, voire locaux à une ville, vous voyez, et puis le reste passerait par des satellites. Alors, pour l'instant, compte tenu des choix qui ont été effectués, c'est vrai que Starlink pourrait prendre en charge donc, la totalité de l'acheminement. Et en particulier pour téléphoner à mon beau-frère qui se trouve dans la maison d'à côté, eh bien, je ne suis pas obligé, en passant par Starlink, de passer par tous les satellites qu'il y a sur la planète. Le système est suffisamment intelligent pour savoir que eh bien, le bon satellite se trouve ici, qui est à la verticale de mon beau-frère. Donc, il est tout à fait capable, Starlink, d'assurer donc des fonctions, on va dire, d'acheminement tout à fait standards. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Starlink émet sur 2 bandes satellitaires qui sont les bandes K et KU. Alors, qui ne sont pas utilisables pour le cellulaire. Mais ça, c'est une décision qui pourrait être prise, pourquoi pas. Autrement que pour empaqueter les trames, c'est-à-dire de faire passer d'un réseau cellulaire à un autre en encapsulant, on va dire, les trames cellulaires. Alors, KA, pour la petite histoire, il se situe donc entre les bandes K et Q, entre 26,5 et 40 GHz, et c'est le cœur des fréquences donc, de Starlink, de 27 à 31 GHz en émission et de 17,3 à 21,2 en réception. Ça ne sert à rien, mais on peut sortir dans les dîners en ville, ça peut produire son effet. KU, lui, il va de 12 à 18 GHz. C'est une bande qui est généralement utilisée pour la télévision satellitaire. Alors, je pense que pour l'instant, ce qu'on appelle les opérateurs de télécom traditionnels n'ont pas grand-chose à craindre, autrement que par le biais de la VoIP, parce que la VoIP, c'est-à-dire la téléphonie qui passe par Internet, donc ce n'est pas les réseaux cellulaires, ça, c'est autre. Enfin, les réseaux cellulaires peuvent faire des transports, encapsuler les trames dans quelque chose d'autre, dans de l'IP, mais on n'est pas dans le même monde. Donc en dehors de VoIP, je pense qu'il y a pour l'instant, il n'y a pas de concurrence véritablement possible, tout au moins déloyale. Avec des débits qui sont de l'ordre d'une centaine de mégabits en réception, on peut faire du streaming, on peut faire de la VoIP, on peut aussi avoir plusieurs autres services simultanément. Et donc, en plus, Starlink, 100 mégabits par seconde, c'est la limite basse. Ils veulent aller sur 1 gigabit par seconde, c'est-à-dire l'équivalent d'une fibre optique de type multimode, donc de bas de gamme, il faut dire ce qui est, mais quand même 1 gigabit par seconde, c'est quelque chose de pas mal. Voilà, donc on regardera ce qu'il en est. Moi, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de risque. Par contre, demain,
si Starlink venait sur des bandes courantes du cellulaire, tout pourrait changer. Et à ce moment-là, on n'aurait plus besoin, donc d'opérateurs cellulaires comme on les connaît aujourd'hui. Alors, il y a 3 usages possibles donc, de Starlink pour le cellulaire. En tant que backbone pour des réseaux existants, on va dire en tant que prestataire direct avec des téléphones qui sont revus techniquement à la baisse, en particulier sur le prix, et puis en tant que routeur pour des compléments Wi-Fi et compléments en réseau cellulaire pour passer d'un réseau à un autre. Bon, 3 façons de le faire, mais il y a cette deuxième possibilité en tant que prestataire direct avec des téléphones qui auront été revus techniquement. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que j'imagine dans le futur, car la véritable opposition, elle sera là. Si Starlink et les autres aboutissent et y arrivent, on aura un affrontement entre les réseaux cellulaires traditionnels et les réseaux satellitaires basse altitude. Alors, évidemment, pour pouvoir fonctionner, il va bien falloir avoir des téléphones qui marchent bien et surtout qui soient moins chers. Alors, bon, les téléphones satellitaires, ça existe, ça existe depuis 1989. Je crois que le premier exemple de téléphone satellitaire, c'était Motorola qui l'avait fabriqué. Alors, c'était pour couvrir des besoins non couverts par les réseaux cellulaires classiques. Alors, ils peuvent fonctionner, ces réseaux satellitaires, avec justement des orbites basses. C'est tout à fait possible, mais aussi, bien sûr, avec des réseaux satellitaires géostationnaires. Alors, le signal, dans leur cas, est acheminé vers une station passerelle au sol qui sert d'interface avec les réseaux cellulaires fixes, exactement ce que l'on disait tout à l'heure, ce que pourrait être donc le nouveau paysage de Starlink marié au cellulaire. Alors, il y a des exemples, Iridium, Inmarsat, Globalstar, Thuraya et le coût trop élevé, donc des téléphones entre 800 à peu près et 2000 $, ce qui est évidemment très, très important. Là, les avantages, vous les connaissez bien et on les retrouvera si Starlink s'intéresse au sujet, ce qui semble être le cas. Donc, c'est opérationnel partout, c'est robuste, ils sont fiables. Bon, c'est une question de fabrication. Ça peut envoyer des SMS, se transmettre des documents, se connecter à Internet et surtout, ils sont indépendants donc, des opérateurs cellulaires au sol. Et là, il y a un gros travail à faire, on va dire, de réduction donc, de l'encombrement, les coûts, etc. Il y a quand même un gros travail à faire. Pour terminer cette présentation, mais ça c'est le plus important, c'est la possibilité, l'éventualité potentielle que Starlink puisse devenir un opérateur cellulaire qui mettrait donc par terre tous les opérateurs cellulaires qui existent aujourd'hui et qui sont fondés sur des infrastructures au sol, avec des stations de base. C'est quand même important, très important. Et à mon sens, seuls les opérateurs cellulaires qui auraient la capacité de pouvoir développer et de positionner donc une flotte de cellules, de satellites, seraient donc en dehors du danger. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Bon, la pollution de l'espace, on en a un petit peu parlé. Je vous ai dit que avec ce nombre de satellites, évidemment, c'est quand même très inquiétant. Alors, le phénomène que l'on voit ici sur cette image à droite, c'est ce qu'on appelle le satellite flare ou glint, c'est le reflet. En fait, les satellites, il y a des parties du satellite qui sont très, très lumineuses. C'est du métal très lumineux. Et donc, ça réfléchit la lumière du Soleil. Et donc, finalement, on ne sait plus très bien si c'est une planète, enfin, ce n'est pas une planète, si c'est une étoile, pardon, ou est-ce que c'est un satellite. Bon, alors ça ne plaît pas du tout aux astrophysiciens dont les images sont polluées. Par ailleurs, on parle également de pollution par les épaves. Alors, elles sont évidemment nombreuses et difficiles à éviter. On dit que parce que le temps nécessaire pour qu'elles viennent se frotter aux couches denses de l'atmosphère et donc exploser peut être de plusieurs années. Alors donc, certains scientifiques estiment même qu'avant 10 ans, un satellite aura une chance sur 2 de rencontrer et de frapper donc un tel encombrant. Alors évidemment, on peut se poser des questions, mais moi je vous dis, j'ai fait mon petit calcul quand même. Et donc, on nous dit, ah oui, demain il y aura un embouteillage, on ne pourra plus lancer les satellites. Moi je pense que c'est pas. Et je vous le démontre ici. Actuellement, il y a à peu près 2000 satellites en activité, auxquels on va donc ajouter les 42 000 que prévoit SpaceX, les 3300 donc de Kuiper, donc de Amazon, plus 5000 si on cumule tous les projets qui fleurissent un peu partout. Au total, 53 000 satellites. Ça fait quand même un peu beaucoup. Si on suppose que ces satellites sont répartis de manière équidistante, ce qui n'est pas vrai, on est bien d'accord. On prend ça comme hypothèse de base. Et qu'on prend une sphère, la Terre, de 7300 km, enfin,
pas, la Terre fait à peu près 6300 km de rayon. Donc, si on voit un satellite qui est à 1000 km, ça fait donc un rayon de 7300 km. Et donc, les 53 000 satellites positionnés à 7300 km, on calcule la surface de la sphère en question. Vous n'avez pas oublié à l'école, c'est 4 pi R2, 4 que multiplie pi que multiplie R, 7300 km au carré, et ça donne à peu près 670 millions donc, de kilomètres carrés. Bon. On s'aperçoit alors que chaque satellite, avec son 53 000, disposera à peu près de 12 600 km carrés pour faire son travail, c'est-à-dire un carré de 110 km de côté. Alors vous me direz, c'est pas gigantesque, mais c'est quand même pas non plus le Manhattan aux heures de pointe, ou alors, vous voyez, non, c'est pas le métro. Donc, il faut pas tomber dans cet excès de s'imaginer qu'on va embouteiller donc, tout ça. Alors, si vous faites le même calcul, en prenant cette fois-ci 600 km et non plus 1200, on obtient donc on va dire un carré de 104 km de côté. Ça laisse quand même quelques possibilités. Mais il faut toujours avoir ça en tête et ne pas avoir oublié donc, les fameux 4 pi R2. Je termine simplement en rappelant un tout petit peu alors je prends 2 ou 3 minutes si vous le permettez, un petit peu la concurrence. La concurrence qui existe aujourd'hui, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je pense que Starlink et Elon Musk n'y arrivera pas s'il est tout seul. Et à mon sens, le truc est trop gros. Il ne peut pas être à la fois AT&T, Bell Labs, belle mobilité, et en même temps donc la NASA. Ça paraît difficile. Alors, il y a quelques projets concurrents. D'abord, il y a OneWeb, que l'on voit donc à Richard Branson, donc le créateur de Virgin. Donc, lui, il devait démarrer en 2018. Il était prévu donc une constellation de 648 satellites qui étaient à 1200 km d'altitude. Alors, ils ont eu d'énormes problèmes financiers. Donc, ils ont été repris par le gouvernement britannique et un industriel indien qui s'appelle Bharti. Mais il y a surtout également le projet de Kuiper, donc de notre ami Jeff Bezos, donc Amazon, qui a été validé pour 3236 satellites. Là, Kuiper va lancer des satellites en 5 phases et les positionner sur 3 altitudes, 590, 610 et 630 km. Alors, en principe, Kuiper ne devrait pas être opérationnel avant 2029, mais lui aussi donc, vise l'accès Internet à haut débit pour les zones qui sont faiblement servies, mais il annonce dès le départ, ce qui me paraît quand même très significatif dans ce contexte, qui sera aussi une poire pour la soif pour les opérateurs cellulaires de 5G, et bientôt 6G, qui voudraient s'étendre donc à moindre frais. Donc, on va dire que Bezos, ça c'est du sérieux. L'histoire de OneWeb, à mon avis, elle est un peu moins, à mon avis, elle ne devrait pas aboutir. Et enfin, on termine avec ceci, les Chinois, de leur côté, ont démarré leur propre projet, alors ça s'appelle Hongyun, je prononce comme ça, et donc ils ont procédé donc, aux premiers essais avec un satellite qui fait 247 kg, c'est pas un monstre, placé en orbite à 1100 km du sol, et il devrait y avoir à terme 156 satellites. Alors c'est loin bien sûr de Starlink, mais comme ils ont une visibilité, ils sont un peu plus haut, et comme ils ont une visibilité donc plus large de la Terre, ils sont donc moins nombreux. Les Russes ont déjà un système de géolocalisation qui s'appelle GLONASS, et donc eux aussi voudraient entrer dans ce cercle fermé, on va dire, des opérateurs satellitaires de basse altitude avec un projet qui s'appelle Sphera, qui devrait comporter 600 satellites. Et il y a également le Télésat canadien, qui est du même ordre, avec 292 satellites donc en orbite basse, entre 1000 et 1350 km, qui eux aussi devraient être dotés donc, de liaisons laser à satellite pour un accès à Internet à haut débit et une latence courte qui est prévue entre 30 et 50 millisecondes. 50 millisecondes, c'est pareil que Kuiper à peu près. Et donc, il y a un autre projet qui s'appelle Leosat, qui pourrait lui comporter 108 satellites, également connectés par des liaisons laser, mais cette fois-ci avec une latence élevée de 120 millisecondes qui est incompatible avec les applications transactionnelles. Voilà. Moi, je pense que, vous voyez, on a fait le tour, et donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Musk a pris incontestablement l'initiative des réseaux de basse altitude DLO. Maintenant, tout le monde suit. La concurrence va être extrêmement rude. Est-ce qu'il va y arriver? On ne sait pas. L'histoire de Musk
n'est pas en sa faveur, bien qu'on en dise souvent le contraire chez les observateurs. Voilà. Maintenant, on va peut-être lui souhaiter, mais ça va être un enjeu absolument extrêmement important dans le futur, hein, la disparition ou non des opérateurs spécialisés dans le cellulaire. Alors, je sais qu'on va m'opposer des tas d'arguments techniques, je les connais, ces arguments, mais c'est une possibilité. Voilà, j'en termine donc avec ceci. Vous avez, comme d'habitude, vous retrouvez ici donc les prochains webinaires. Le prochain que l'on va faire, c'est justement sur les progrès fantastiques des neurosciences. On évoquera d'ailleurs également Neuralink, donc de notre ami Elon Musk. Voilà, j'espère que, vous voyez, je ne suis pas tombé dans les sentiers classiques. Je n'ai pas voulu dire que Musk est un génie extraordinaire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quelqu'un qui voit les choses, qui est probablement un grand industriel, incontestablement, mais il y a quand même beaucoup de casseroles derrière lui. Et l'idée des orbites basses satellitaires, pour lesquelles il a été quand même l'un des tout premiers grands acteurs, hein, tout au moins à ce niveau-là, et indépendant également, avec ses propres fusées, ça, c'est quelque chose d'essentiel pour le futur. Et comme le titre de ma présentation, justement, quelle est l'influence de Musk sur le TI, il y en aura une là. Parce que nous, dans nos réseaux, dans les entreprises, on doit imaginer ce que doivent être les réseaux internes. Est-ce que je mets du Wi-Fi? Est-ce que je mets du cellulaire privé, par exemple? Eh bien, peut-être que la solution Starlink pourrait effectivement être très intéressante, hein, surtout avec des entreprises qui sont fortement implantées avec des distances qui sont grandes. Donc, la question n'est pas négligeable, hein, elle n'est pas neutre. Et tout directeur informatique aujourd'hui devrait se dire, je vais investiguer quand même et essayer de regarder les plans à 5, 10 ans pour regarder un peu vers quoi l'on va. Maintenant, je ne vous garantis pas que Starlink sera encore présent. Starlink peut parfaitement être vendu à un plus gros que lui. Voilà ce que je voulais dire sur ce grand monsieur qui est donc Elon Musk. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, je vous remercie d'abord de votre attention et j'espère vous retrouver donc prochainement, puisqu'on va parler des neurosciences dans le détail, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Voilà, merci infiniment et donc je l'espère, à bientôt.